Bonjour tout le monde, merci Bonjour. d'être venu à cette conférence discussion autour de Émanant qui sera une série de 4 concerts qui est très bientôt en fait ce vendredi du 29 novembre jusqu'au dimanche 1er décembre à la chapelle de la Cité des Hospitalières et qui est en collaboration entre deux ensembles donc qui va réunir en fait 12 interprètes. Donc, c'est des ensembles, le collectif de solistes Baccalari et l'ensemble ILEA. C'est présenté par Innovation Concert. Donc, avant de parler un petit peu plus, allons directement à la source. Allons voir une petite vidéo d'intro de 2 minutes qui va vous donner une petite idée, en fait, de l'espace et du mood, si je peux dire, du concert. Alors, pour le reste, cette vidéo sur YouTube a été filmée lors de la résidence de création il y a de cela exactement en fait 2 ans dans l'espace. Puis ça a été fait par Robin Gould. Alors, si jamais... Alors, c'est en fait... Pardon. Alors, c'est une vidéo en fait qu'on a fait qui décrit tous les compositeuristes, un petit peu leur processus avec les interprètes associés aux pièces solo. Alors... Parlons un petit peu de tout ce que je viens de vous nommer pour vous donner un petit peu plus de détails. Alors, le lieu, parce que Émanant, en fait, a été construit vraiment en fonction. C'est un concert qui pourrait peut-être se donner dans d'autres lieux, mais pas tant parce qu'on a vraiment travaillé in situ. C'est-à-dire que le lieu est, si je peux dire, un 13e interprète. Parce que c'est vraiment, la chapelle a une réverbération de 8 secondes, ce qui est quand même assez incroyable. Puis, on a un mélange d'instruments acoustiques et électroniques. Donc, on a vraiment joué sur aussi la spatialisation, où est-ce qu'on veut les interprètes et le fait qu'il n'y ait pas nécessairement... Enfin, on aurait pu prendre l'autel de l'église comme une scène, mais c'est pas nécessairement ça qu'on voulait. On voulait briser un petit peu le 4e mur. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est un endroit qui donne beaucoup de latitude. Il y a 2 balcons, en fait, comme on peut voir un petit peu sur l'image. Et puis, les gens, c'est ça, ils vont être soit sur les balcons, soit par terre, soit sur l'autel. Je pense par exemple à Pierre-Luc Lecourt qui a un super gros setup de synthétiseur. En fait, il est un peu comme Dieu. Il va être vraiment dans le JB en haut, pas très visible, mais on va pouvoir l'entendre. Donc, on va vraiment jouer avec ça. Donc, la chapelle de la Cité des Hospitalières, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est au coin des rues des Pins et du parc, donc vraiment assez central. Et avant, c'était les religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui y habitaient. Donc, c'est à côté de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Hôtel-Dieu. Donc, la chapelle servait en fait pour les patientes qui souhaitaient continuer à pratiquer leur foi. Et puis, c'est vraiment... c'est fantastique. En fait, il y a le parc du Mont-Royal, puis ça, pour vous donner une idée, il y a comme cette espèce de petit chemin, là, puis c'est comme un mur de briques là, qui vraiment enclave tout ça. Le parc Jeanne-Mance, Mont-Royal, parc Jeanne-Mance, puis il y a le mur de briques, donc c'est vraiment, il y a un jardin magnifique, il y a même des tours guidées les dimanches après-midi, si jamais ça vous dit. C'est vraiment intéressant. En fait, même en dessous de la chapelle, il y a le tombeau de Jeanne Mance. Jeanne Mance, qui est l'une des fondatrices de l'hôpital Hôtel-Dieu. Donc, c'est quand même assez important. Puis, ce qui se passe, c'est que être religieuse, ce n'est plus tant une profession d'avenir. Il y en a de moins en moins. En fait, il y a environ peut-être une dizaine de sœurs qui restent. Puis, c'est un petit peu triste de perdre ce lieu-là, parce que lorsqu'on va mourir, en fait, ce lieu-là, il nous appartient, mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas faire quelque chose avec? Donc, ils ont eu l'idée que si la ville de Montréal
acquérait les lieux, ben en fait, ça pourrait rester dans la communauté plutôt que, par exemple, avoir quelqu'un qui détruit ça puis pour faire des condos. Donc, en 2017, ben, la Cité des Hospitalières fut acquise par la Ville de Montréal, par un OBNL qui s'appelle Entremise. Puis, depuis ce temps-là, en fait, ça s'appelle la Cité des Hospitalières en transition parce qu'il y a plusieurs étapes pour avoir... donc, il y a eu des situations d'occupation, des gens comme nous, des ensembles qui vont là pour une résidence, puis des concerts, mais il y a aussi des petits bureaux pour certaines organisations. Et là, je ne sais plus trop où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais c'est vraiment le but, c'est que ça soit habité le plus possible. Puis, la chapelle est quand même assez grande, donc quelques faits, elle peut accueillir 250 personnes. On le voit pas nécessairement, on le voit un petit peu, il y a des bancs. En bas, la chapelle a été construite aussi entre 1869 et 1871. Puis c'est 4435 pieds carrés, si ça vous dit quelque chose, mais c'est quand même assez gros. Puis c'est vraiment en excellent état. Puis nous, ce qui nous intéressait beaucoup justement, c'est l'acoustique. Parce que je pense que ça peut être parfois un défi. Je sais qu'il y a eu des spectacles de théâtre qui ont été là, puis justement le fait que le son se perd un peu, ça peut peut-être créer juste plus de défis. Cependant, nous, on l'a vraiment pris à notre avantage. Puis on s'est dit, on va utiliser ça pour que ce concert-là, en fait, les gens puissent faire un peu leur propre mixage en temps réel. On veut que les gens puissent se déplacer. Nous-mêmes, certains instrumentistes, on va se déplacer. Il faut savoir que à 12 personnes, je dirais qu'il y en a environ la moitié qui sont statiques, qui ne peuvent pas bouger dû de la nature de leur instrument, synthétiseur, guitare électrique, thérémine, des choses qui ne peuvent pas se déplacer. Cependant, on a saxophone, trombone, trompette, flûte. Donc ça, on a vraiment joué là-dessus, sur le fait qu'il va y avoir vraiment les gens qui peuvent se déplacer pour donner justement une expérience plutôt que simplement un concert. Puis, quelques mots, parce que ce n'est pas tout le monde, je pense, qui connaît nos deux ensembles. Alors, Baccalauréat, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif que j'ai fondé en 2018, donc peu de temps après ma sortie de l'école. Puis Baccalauréat est né d'un désir, en fait, que moi, étant trompettiste, je souhaitais vraiment jouer beaucoup de répertoires solo contemporains ou commander des œuvres à des compositeuristes. Mais il faut comprendre que la trompette, c'est un instrument assez physique et faire 1 heure de show solo, c'est peut-être pas super évident d'en faire régulièrement non plus. Puis là est venue l'idée, en fait, de me dire, il y a plusieurs ensembles, il y a énormément d'ensembles à Montréal, en fait, qui sont dans la musique et création, qui sont déjà super bons, mais en fait, il n'y a aucune plateforme pour la musique solo. Parce que lors de nos études universitaires en interprétation, maîtrise, bac, en fait, on se doit de jouer de la musique solo lors de nos récitals du répertoire contemporain. Souvent, c'est une musique super belle, mais aussi qui présente beaucoup de défis techniques et, pour vrai, si je pense à moi, par exemple, je ne vais pas monter la Sequenza de Berio pour le fun, parce que c'est une pièce qui est super technique. Et je me suis dit, j'aimerais redonner les lettres de noblesse à ce répertoire-là, qui soit connu en dehors des bancs de l'école, puis qu'on puisse également commander des œuvres avec des gens qu'on veut travailler. Puis, c'était aussi important, souvent, je pense qu'on reçoit une pièce qui est déjà écrite, puis on l'interprète, mais la chance de jouer avec des gens qui sont vivants, c'est qu'on peut avoir un dialogue. Donc, Baccalauréat aussi est vraiment fondé sur la relation, une étroite relation entre interprète et compositeuriste. Donc, vraiment, une co-collaboration, une co-création, c'est vraiment important pour nous. Puis, je dirais que en moyenne, c'est vraiment des gens aussi qui ont de l'improvisation dans leur pratique, parce que l'improvisation, en fait, ce que ça permet de faire, c'est de développer un vocabulaire assez propre et qui peut être ensuite réutilisé dans les pièces solo. Puis Baccalauréat, en fait, quand ça a été fondé, je l'ai fait avec moi-même, avec également Charlotte Layek à la clarinette basse et Michael Mansuranti au tuba. Puis ce qui s'est passé, c'est que la pandémie est arrivée, ça change. Parfois, on prend des décisions de s'éloigner de certains projets et tout. Puis ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait peut-être plus le désir d'être tout le temps ces personnes-là dans le collectif. Puis en fait, c'était parfait parce que mon désir premier, c'était vraiment d'avoir un bassin d'interprètes qui sont intéressés, qui veulent faire de la musique solo. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après nos différents projets, il y a des interprètes qui changent à chaque nouveau projet. Il y en a qui reviennent. Donc, c'est vraiment... Aussitôt qu'il y a une pièce solo, cette personne-là fait partie de Baccalauréat.
Puis, ben, parmi nos deux concerts les plus récents, qui ont justement eu cette formule-là de gens différents, Tsaranga, qui a été un concert axé sur la musique de cuivre, et puis Ritrato, qui a mis en lumière le répertoire de Luciano Berio, justement, avec deux de ses sequenzas pour saxophone et trompette, puis la musique de Gabo Champagne, une compositrice, dit que les deux avaient quand même une sorte de virtuosité, mais très, très différente. Donc, on a vraiment joué avec ça. Puis, ben, ce qu'on fait aussi, c'est justement des expériences sonores plutôt que des concerts, parce que la musique solo peut être, à mon avis, très ennuyante. Ça peut être ce que j'appelle un peu de la musique de récital. Donc, une personne à la fois joue une pièce solo. Selon moi, c'est un peu aride. Donc, on cherche toujours, en fait, à avoir un petit peu de mise en scène ou à avoir une espèce de... Si je pense à Ritrato, par exemple, en fait, les 5 interprètes étaient déjà sur scène pendant toute la durée du show dans le noir, puis il y avait un spot quand la personne jouait, puis il y avait des projections, en fait, en arrière d'un dessin d'un interprète qui avait été fait par une artiste visuelle. Donc, c'est vraiment d'aider à... c'est vraiment un tout. Donc, c'est vraiment pas... On ne veut pas quelque chose de statique, en fait, comme expérience. Puis, ben, l'ensemble ILEA, qui a été, en fait, formé ici, à l'Université de Montréal, par Kevin Gironet, compositeur, puis guitariste électrique. Ça a été fondé en 2016 et puis les lettres, c'est improvisation libre électroacoustique et ça n'a aucun rapport avec Ikea, ce qui est drôle parce que souvent quand on Google, c'est Ikea qui sort. Puis ça a été fait vraiment, ben en fait, Kevin va souvent fonctionner, c'est vraiment de la musique improvisée avec beaucoup d'interprètes, il y a beaucoup de gens qui étaient là, par exemple, qui étudiaient, qui venaient faire un échange, qui venaient de la France, qui sont partis, donc c'est un peu mouvant. Les gens qui sont dans ILEA, mais souvent, Kevin va faire en fait un patch sur Max, puis ça va aider à guider l'improvisation. Donc, c'est pas nécessairement des concerts où tout le monde improvise pendant 1 heure, puis ils cherchent une direction ensemble. La direction vient de l'intérieur, en fait, puis les gens se rallient à ça pour faire de l'improvisation. Donc, c'est ça qui donne vraiment, c'est ça qui les distingue, en fait. C'est pas juste plein de gens qui improvisent ensemble, il y a vraiment une structure à leur improvisation. Puis, parmi leurs plus récents projets, c'est Treaties de Cornelius Cardew. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais puis pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est Cornelius Cardew qui est un ancien designer graphique, maintenant désormais compositeur, puis il a fait, je pense que c'est 173 partitions graphiques, donc vraiment pas de notes, mais des dessins. Il a mis ça dans un livre, puis ça fait Treaties. Donc, Ensemble ILEA fait ça, a tout joué. Ça, je pense que ça dure environ 1h30, puis c'est vraiment... ça a été quand même assez intense. Puis on fait ça à la Nuit Blanche en 2023. Donc, voilà pour ILEA. Puis, ben, il y a les liens, si jamais ça vous tente de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ben, on en vient à Émanant. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ben, Kevin travaillait il faisait le son pour d'autres shows de théâtre, je ne me trompe pas, à la Chapelle de la Cité des Hospitalières. Puis, il s'est dit, mais cet endroit-là est incroyable, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis, en fait, ben, il a pensé à Baccalauréat parce que Kevin et moi, on se connaît justement depuis nos études. En fait, on n'a pas étudié exactement en même temps, on avait une tonne d'amis ensemble en commun. Donc, il me parle de ça, puis je suis comme, ben, mais c'est parfait, en fait, parce que même si les ensembles n'ont pas nécessairement une mission, une vision commune, ben en fait, c'est super complémentaire. Fait qu'on s'est dit, mais super, on va faire un show concert fleuve. Donc, on voulait qu'il n'y ait pas d'interruption, mais de pièces solo entrecoupées d'improvisation. Tout simplement pour avoir un fil conducteur. Puis, ben justement, encore une fois, dans l'idée de briser peut-être un peu la monotonie de pièces solo. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est tout simplement, on a fait une liste de gens avec qui on avait soit déjà travaillé dans le passé ou qu'on voulait travailler. Puis, on les a contactés pour savoir s'ils étaient intéressés et disponibles à écrire. On s'est dit, on veut un concert qui n'arrête pas. Donc, je pense qu'environ entre 1h15 et 1h20, c'est pas mal une bonne durée pour un concert sans pause. Donc, puis là, on s'est dit, on a sondé aussi les personnes. C'est pas tout ILEA qui est là. Il y a des gens, c'est un peu comme un carré qui est un rectangle, mais un rectangle qui n'est pas un carré. Donc, tout le monde est membre d'ILEA dans ce concert-là, mais ce n'est pas tous les membres d'ILEA qui sont membres de Baccalauréat. Donc, les gens qui font du solo vont être les gens de Baccalauréat.
Donc, c'est ça, on a aussi demandé qui était intéressé à faire une pièce solo. Hein, c'est pas tout le monde, puis c'est bien correct comme ça. Puis après ça, ça a juste été de faire tout simplement de contacter les compositeurs et de dire, ben voici les instruments avec lesquels vous pourriez travailler. C'est quoi votre top 3? Tout simplement. Puis il n'y avait personne de toute façon qui était comme moi, je suis absolument pas pour écrire pour orgue ou des choses comme ça. Donc, ça s'est très, très bien fait. Puis on s'est dit, ben ayons des pièces d'une durée. La seule contrainte, c'était la durée. Donc, environ 6 à 7 minutes, justement, pour avoir assez de temps pour les improvisations entre. Puis, c'est là que l'acoustique du lieu entre en compte parce qu'on s'est dit, on veut vraiment utiliser la réverbération. Donc, ce qu'on aimerait, c'est peut-être pas nécessairement une pièce très rapide où on aimerait pouvoir que les gens vraiment entendent ce qui se passe quand le son voyage pendant une très longue durée. Donc, étonnamment, ça a donné 6 pièces, je dirais, assez différentes, malgré cette contrainte-là. Donc, on entend vraiment la personnalité des personnes qui les ont écrites, mais il y a l'ambiance générale, je dirais, c'est très planant. Très, je dirais pas jusqu'à dire drony, parce que c'est vraiment pas ça, mais il se passe quelque chose d'assez calme. Et ce qui s'est passé, c'est pendant justement, on faisait les improvisations, parce on a eu une dizaine de jours de résidence dans l'espace. Puis c'est ça qui est vraiment important, en fait, on ne pouvait pas faire du temps de résidence en dehors, en fait. On avait même laissé du temps entre interprètes et compositeuristes pour explorer s'ils voulaient changer la pièce ou voir comment ça sonnait. Puis pour les improvisations, on a essayé plein de choses, puis on s'est rendu compte, en fait, que la fréquence de résonance de la chapelle, ben c'est un sol. C'était vraiment le sol qui sonnait le plus, qui brillait. Mais on s'est dit, mais justement, ça pourrait tellement être un bon fil conducteur parce que les pièces étant assez différentes, on voulait quand même, le but c'est pas de faire, le concert n'arrête pas, mais c'est vraiment décousu. On voulait quelque chose qui rassemblait, fait que les improvisations. Puis, je veux dire improvisation parce qu'au final, ils sont quand même assez structurés, on les a quand même assez travaillés. Cependant, en laissant la liberté à tout le monde. Donc, ce qui s'est passé, en fait, dans le processus de création, c'est que souvent, on disait, on a placé les pièces solo en premier, l'ordre. Et ensuite, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait peut-être reprendre des pièces qui viennent de passer ou de celles qui s'en viennent comme lien entre les deux. Puis, le sol, ben, comment on peut l'exploiter? Le sol, on peut tenir une note longue, on peut faire des notes courtes, on peut ajouter de la texture. Est-ce qu'on peut, ben, on est dans un grand ensemble, est-ce qu'il peut voyager du balcon jusqu'en bas? Est-ce qu'il peut sortir aussi, ben, c'est une chapelle, donc il y a encore des confessionnals, la cage d'escalier, le jubé, on pouvait même ouvrir les portes qui se rendent en fait dans l'hôpital. Fait que, est-ce qu'on peut jouer avec ça? Fait que c'est vraiment tout ça qu'on a exploré justement pour donner le plus possible, pour pas que ce soit juste non plus tout le temps la même chose. Donc, ça a été vraiment ça, comment ça s'est passé. Puis, forcément, ben, ça apporte beaucoup de défis parce qu'on était 12. Mais c'est parmi, à mon avis, les musiciennes les plus compétents et incroyables de la scène montréalaise. Mais ça a été de faire aussi comment on met ces personnes-là dans l'espace. Parce que si on se rappelle la première image, il y a aussi en haut des balcons, mais il y a des endroits un peu morts où le son va peut-être un peu mourir. On ne veut pas les mettre là. Également, on a de l'électronique. Donc, si Pierre-Luc est en haut, ben, on a aussi Alexis Langevin-Tétrault qui a de l'électronique, Kevin qui a sa guitare électrique, puis des pédales. Donc, ça, c'était quand même les gros, je dirais, trucs il fallait trouver une station fixe. Donc, on a décidé, en fait, de les mettre comme en triangle. Donc, justement, pour que ça se réponde bien. Puis après ça, les autres, nous, c'était, tu sais, par exemple, je pense de la trompette, ça sonne tellement bien dans une chapelle, je peux pas mal être n'importe où, ça va aller bien, mais il y avait aussi certaines personnes, je pense à Marilyn, je pense à Charlotte, flûte et clarinette, qui ont des pédales aussi, donc comment faire pour mettre ça dans le mix de spatialisation, puis éventuellement, quand ils ont terminé, qu'ils bougent. Puis comme on disait, c'est un concert où on veut que les gens se promènent. On ne sait jamais, ça c'est toujours, on invite les gens à bouger, à se déplacer s'ils veulent. Souvent, les gens vont être timides. On ne sait pas si ça va bien se passer. Cependant, c'est aussi à prendre en compte. Si nous, on bouge, mais normalement, j'ai une bulle si je performe sur une scène.
Cependant, si je me promène, ma bulle se réduit beaucoup et les gens peuvent être proches. On a des performances en après-midi parce qu'on aimerait ça avoir des familles, des gens qui n'ont peut-être pas le temps de venir dans une performance le soir. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gens qui courent? Le bruit aussi, comment ça va faire? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a répété, c'était sans public. Donc, on ne sait pas comment ça va sonner non plus avec les gens qui marchent ou qui se déplacent. Les bancs vont peut-être craquer, des choses comme ça, mais pour le moment, ce qu'on a prévu, c'est que les gens doivent enlever leurs chaussures. Donc, il y aura peut-être cet espace, ce son-là qui va être moins présent. Puis, après ça, on verra, on a 4 performances en fait, ce qui est un peu, à mon expérience, un peu inhabituel. Normalement, en musique de création, on fait un spectacle. Puis, en fait, c'est parmi dans les défis qu'on voulait aborder, mais on s'est dit, il y a tellement d'amour et de temps qui se donne pour ça. Puis en plus, dans les compositeuristes, on a des gens, on a Andrew Nosworthy qui vient de Toronto, on a Jennifer Tyson qui a longtemps habité à Montréal, mais qui maintenant est retournée à Winnipeg. On a Kim Farris Manning qui habite à Ottawa, parce qu'on voulait aussi donner une espèce, pas juste la scène québécoise, mais la scène canadienne. Donc, on a des gens qui vont venir, donc comment ça a été en fait très long. On a eu les 10 jours de résidence en 2022. Puis, pour ceux et celles qui savent comment ça se passe, les demandes de subventions et tout ça, quand on a fait la demande de production, la demande de bourse pour la production du concert, la première fois a été retenue, mais ça a été recommandé, donc pas retenu. Ensuite, il a fallu en faire une deuxième qui est acceptée. Après ça, c'est essayer de regarder toutes les possibilités pour les gens. Avec la disponibilité de la chapelle. Donc, ça a été quand même assez un grand défi. Fait qu'on voulait, bref, avec tous ces trucs-là en tête, donner le plus de chances possible à ce que ces pièces-là soient jouées et rejouées. Puis, moi, je sais personnellement que la première fois que je joue une nouvelle pièce, c'est rare que la première fois sera la bonne. En fait, on a besoin de s'ajuster. Donc, ça, ce sont les dates. Donc, c'est comme vous voyez, 4 performances à des heures aussi un petit peu inhabituelles pour donner la chance à, Montréal a quand même une scène foisonnante. Donc, s'il y a un autre show à 20h, il y a la possibilité d'y aller parce que nous, c'est environ 1h15, pas de pause. En après-midi, moi, j'adore les concerts d'après-midi, surtout comme interprète aussi, c'est le fun. Tu commences l'après-midi de libre. Puis, ça nous a aussi permis, en fait, on a tout le temps des restrictions budgétaires aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, par exemple, c'était vraiment important que tout soit filmé, mais on a avoir une personne qui vient pour 4 représentations, ça peut être assez dispendieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a une personne, Lucille, qui s'appelle, puis qui est habituée de travailler avec des musiciens et des musiciennes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va être vraiment avec sa caméra. Elle va mettre un micro dessus. Il va y avoir un enregistrement global que Kevin va faire parce que Kevin, en fait, il possède un studio de balado où les gens vont enregistrer des balados. Puis, la personne, en fait, ce qu'on veut donner comme résultat final de documentation audiovisuelle, c'est un feeling comme les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement avoir tu joues, on filme, pied en tête, puis c'est tout ça. Mais en fait, non, il va avoir, ça peut être, par exemple, les mains de la flûtiste, ça peut être un petit peu du public, un petit peu, tu sais, l'architecture est tellement belle aussi. Fait que ça vraiment, le lieu, en fait, a aussi beaucoup influencé comment on allait traiter toutes les étapes de post-production, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est un défi parce que s'il y a des gens qui bougent, si Lucille doit se bouger, ça se peut qu'il y ait une personne qui passe devant, mais puis elle est seule à filmer, donc on a un plan. Est-ce que c'est grave? Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment, on voit ça, la documentation sera plus du côté film d'art, si je peux dire, que une performance. Puis, comme on a pu voir là, dans les 2 minutes du début, c'est un peu cette vibe-là, puis c'est vraiment le lieu qui inspire cette espèce de calme, de sérénité, si je peux dire. Puis, malgré la chapelle est désacralisée, en fait, donc il n'y a vraiment aucune raison, il n'y a rien de religieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, la masse sonore peut être assez lourde avec 12 interprètes, surtout des improvisations, ce qu'on joue tout le monde ensemble. Mais en fait, c'est rare. Il va y avoir beaucoup des moments où certaines personnes le font, certains groupes d'instruments. Mais on s'est dit aussi, on s'est laissé inspirer justement par
qu'est-ce que les gens faisaient comme musique dans une chapelle avant? Ben, c'était beaucoup de musique vocale. Alors, est-ce qu'il y a une façon d'aborder ça, d'amener ça, en fait, dans le processus? Puis, ben, spoiler alert, là, mais c'est pas très grave, mais à la fin, en fait, on va tous terminer en chantant un sol. Donc, peu à peu, les instruments vont s'en aller, puis ça va être la voix qui va rentrer. Puis, ben, forcément, ça sonne, pas besoin d'amplification parce que ça va porter naturellement. Donc, ça a été vraiment un processus très intéressant on est venu avec des idées, comment l'espace va les influencer, puis comment on peut, puis tu sais, on dit une expérience sonore immersive, c'est sûr que c'est pas la réalité augmentée avec des casques, c'est pas, mais on voulait essayer de le faire un peu de façon low-fi, si je peux dire, comment on peut engager le public d'une façon différente, mais avec des moyens, en fait, pas très dispendieux, là, tout simplement en se disant, les gens bougent, nous on bouge, le son provient de différents endroits, les gens peuvent être surpris ou entendre un son. Par exemple, je pense à un moment où moi je suis cachée dans un confessionnal, donc c'est comme pendant que la pièce solo, ouais. Ah ouais. Ouais, puis en fait ce qui se passe, c'est qu'on utilise aussi beaucoup les pièces solo parce que le focus des gens sera sur la personne qui joue. Pour si nous on a à se déplacer, ben allons-y. Puis ben ça va après ça, quand l'impro commence, les gens nous ont pas vu bouger, puis ils se disaient « Ah, mais la trompette était là tantôt, ah, et puis là, elle est où? » Puis là, ah, le son sort. Donc ça a été vraiment ça, on s'est vraiment lâché lousse dans explorer l'espace. Oui. Je me demandais comment le travail a été fait entre les compositeurs et les interprètes de chaque pièce solo, parce que le concert est ponctué de différentes pièces solo. Ça a été comment la dynamique de création entre les deux, sachant que la pièce allait être présentée dans un espace hyper réverbérant, donc de créer les pièces sans l'espace. Oui, exact. Comment est-ce que Eliel ont... Oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça en fait, qu'on avait vraiment mis dans l'horaire du temps, je pense que chaque duo, en fait, avait 10 heures dans l'espace. Pour vraiment, puis on avait dit, ben justement, peut-être, arrivez pas nécessairement avec quelque chose de super défini, ou soyez prêts et prêtes à avoir du lousse parce que ça se peut que l'idée que vous avez eue ne fonctionne un peu moins dans l'espace. Et c'était vraiment le temps sur place qui était important. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que je dirais, dans les 6 pièces solo, il n'y a que la mienne qui est vraiment très notée. Je fais une pièce où il y a beaucoup de corps, sixième de ton. Puis c'est vraiment, c'est le fun parce qu'avec la réverbération, vu que je joue de façon presque continue à un certain moment de la pièce, avec le fait que la note n'est pas nécessairement tempérée, ça vient un peu flouter là, ce qui se passe, ça c'est cool. Mais je dirais que les 5 autres pièces, en fait, sont très co-improvisation. Co-création, pardon, puis il y a aussi beaucoup, il n'y a presque pas de partition en fait. Donc, par exemple, je pense à Kevin qui a écrit une pièce pour l'orgue parce que forcément on voulait utiliser l'orgue, ça aurait été un beau gâchis de ne pas l'utiliser, mais pour Gabrielle Arnois-Blouin, qui est une personne qui utilise en fait des synthétiseurs, elle n'est pas du tout organiste, cependant, le principe est un peu le même. Puis de savoir que ce n'était pas un organisme, ben, il n'y a pas une partie de pédalier super compliquée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bassin de notes, puis c'est elle c'est comme autogénéré, un peu comme Kevin fait avec Léa, mais il le fait pour sa pièce. Donc, ça va être juste comme des notes qui sont un peu aléatoires, en fait, qui vont changer à chaque performance. Je pense aussi, en fait, quand on a décidé des 6 pièces solo qu'on voulait, puis ensuite qu'on a décidé de l'horaire, ce qui s'est passé, puis c'est inévitable, à 12 personnes, ça change. Il y avait une personne qui n'était plus disponible pour la fin. Il y a comme quelques jours de la fin de la résidence. Donc, elle a mis au trombone. Donc là, on s'est dit, là, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'en fait, on s'est dit, ben, pourquoi on a une pièce qui est faite par des synthétiseurs? Ça pourrait être cool d'avoir un remix ou un cover, mais par un instrument acoustique. Puis en fait, Kellen a aussi la musique électronique dans sa pratique. Donc, on lui a laissé en fait carte blanche pour faire, il va s'inspirer de la pièce de Pierre-Luc, mais il va la faire à sa façon. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup de confiance parce que c'est ça, quand on fait de la musique solo, je ne vais pas être là à côté des duos pour faire comment ça se passe. Tu sais, comme je leur fais vraiment confiance, pour que aussi ça vienne avec la personnalité des gens. Par exemple, je pense à Jennifer Thyssen qui a composé la pièce pour la flûtiste Marilyn.
Jennifer, à la base, c'est une artiste qui fait aussi de la musique folk, mais elle fait aussi de la composition, mais tu sais, elle n'a pas étudié en composition. Donc, elle, son parcours va être beaucoup plus de... Avec Marilyn, elle a beaucoup parlé, en fait. C'est quoi les questions qu'on veut aborder? C'est quoi la philosophie, en fait, de la pièce? Puis comment on peut transmettre ça dans... Toi, c'est quoi les effets que tu aimes faire? Fait que ça a été vraiment très collaboratif. Puis, il y a beaucoup de confiance. Fait que c'est pour ça, en fait, que les pièces sont aussi très différentes. Je pense aussi à Kim et Charlotte. Ben, Charlotte avait vraiment envie d'utiliser son pedalboard. Elle le dit à Kim, fait que Kim est partie de ça, tu sais. Donc, ça a été vraiment, c'est ça, c'est très personnel à chaque interprète aussi, je dirais. Ouais. C'est beau, ça. Avais-tu une question? Ben oui, oui, je pourrais avoir une question, mais là, vous parlez comme d'immersion, fait que je me demandais comme l'aspect multisensoriel de cette immersion-là, comment vous la voyez, comme par exemple l'entrée du public, la sortie, l'éclairage, ces aspects-là, est-ce que ça a été aussi considéré? Oui, puis personnellement, moi j'adore l'éclairage. Je trouve que ça ajoute tellement beaucoup, puis surtout, quand on veut faire quelque chose de différent, c'est une façon assez simple, en fait, de changer. Ce qui se passe, comme toujours, c'est manque de temps, manque de budget. Fait que, par exemple, là, on a une journée en salle avant les représentations. Ce qui me fait pas trop stresser, parce que je sais que les interprètes, je leur fais entièrement confiance, mais justement, au niveau des lumières, ben, par exemple, on n'a personne pour la conception d'éclairage, puis c'est un endroit où il y a beaucoup de stations de lumière, cependant, sont fixes, c'est-à-dire, puis il n'y a pas de dimmer, là, on ne peut pas nécessairement. Donc, puis en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a des spectacles d'après-midi puis de soir. Donc, la lumière naturelle est déjà magnifique dans cet espace-là. Puis, on a été chanceux parce qu'on a fait la résidence exactement en novembre 2022. Donc, on sait à quoi s'attendre. Donc, on va avoir une personne, en fait, la personne de Gigi Houle comme œil extérieur. Gigi, c'est le metteur en scène. Puis, elle va être là, donc on commence en fait demain à être sur place. Elle va regarder, elle va voir s'il y a une façon aussi de se déplacer qui pourrait être plus efficace parce que je pense que c'est super important en fait d'avoir des gens extérieurs parce qu'on veut souvent tout faire, mais quand tu es déjà impliqué, ça demande vraiment beaucoup, là. Il y a ça. Ensuite, il faut travailler aussi avec ce que la chapelle nous demande, parce qu'on est quand même dans un lieu où il y a des visites guidées, il y a d'autres organisations, donc ça va être vraiment, l'entrée doit se faire, par exemple, sur la rue des Peintres, parce qu'il y a une autre entrée, mais c'était trop compliqué parce qu'il faut aussi, disons, s'il y a un feu, il faut être capable de nommer tous les noms, c'est-à-dire que les gens doivent donner leur nom à l'entrée. Il y a des choses comme ça qui nous ont un petit peu empêché là, de faire plus que ça. Puis aussi dans la déambulation des gens, on a pensé beaucoup, est-ce qu'on les veut aussi sur les balcons, est-ce qu'ils peuvent monter, mais on s'est dit, si jamais, on ne peut pas prévoir le comportement des gens. Donc, si jamais j'ai besoin de descendre, par exemple, puis il y a une personne qui est dans la cage d'escalier, ça va peut-être... Fait que là, finalement, on s'est dit, on va juste garder ça, les gens peuvent bouger, mais en bas. Donc, les balcons vont vraiment être réservés aux interprètes. Donc, on s'est vraiment fait baser, c'est vrai là, que ça aurait pu être, on aurait pu avoir des lumières, on aurait pu avoir, c'est ça quelque chose, mais on s'est dit que le lieu était déjà assez aussi puissant. Tu sais, c'est magnifique. Le plafond, par exemple, il y a des magnifiques peintures, donc il y a ça qui est quand même, à mon avis, qui enveloppe assez bien aussi. Puis ça va vraiment venir du son. En fait, le titre émanant, c'est parce que le son émane vraiment d'un peu partout. C'est le lieu qui émane, fait qu'on s'est concentré là-dessus. Je ne sais pas si immersif est peut-être pas le bon terme parce qu'on se concentre sur essentiellement le son, mais je pense qu'on pourrait dire une expérience sonore pour sûr, en tout cas. Ouais, ça peut être immersif quand c'est uniquement le son, je crois. Ouais. C'est ça, c'est un large sujet, là, l'immersion. Oui. Déjà, se plonger dans un milieu différent, c'est comme si c'était une immersion, finalement. Fait que rentrer dans ce concert-là, de ce tandis, ça a l'air immersif, là, je trouve. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être justement lié à une technologie. Non. Ouais, c'est ça. Immersion, c'est comme plus une perception. Ben oui, puis tu sais, on va se dire, le trois quarts des spectacles qu'on va voir en musique des créations contemporaines, c'est à la Salle Rasa, puis à la Casa del Popolo. Fait que je pense que c'est ça, comme juste de sortir aussi, d'habiter des lieux différents, c'est quand même le fun. Puis
surtout un endroit on n'aurait pas pensé nécessairement, comme je disais, même si c'est désacralisé, d'avoir des synthétiseurs qui jouent dans une chapelle. Ouais. D'avoir cette expérience-là de musique instrumentale spatialisée avec un public qui se déplace et tout, est-ce que ça vous inspire pour faire l'expérience dans des salles plus traditionnelles, par exemple, ou dans d'autres espaces? Oui, moi personnellement, c'est ça, j'ai tout le temps un gros focus sur pas juste la musique, mais aussi l'aspect visuel, que ce soit dans la théâtralité, physicalité, le geste. Fait que moi, par exemple, une de mes grosses influences, c'est Meredith Monk, qui mélange plein de formes d'art, mais d'une façon tellement naturelle que c'est pas... ça fait vraiment un très beau blend, en fait. Donc, je pense qu'on a vraiment... Kevin et moi, je vais parler pour lui, mais je pense qu'on a vraiment un désir, justement, de sortir des endroits traditionnels parce que aussi, ce qui se passe, c'est que c'est souvent le même public. On l'aime beaucoup, ce public-là, mais je pense que c'est... Moi, en tout cas, ça me nourrit beaucoup d'avoir des gens qui n'auraient jamais pensé à venir voir un show comme ça, qui, à cause du lieu, en fait, viennent. Donc, je pense que Montréal a tellement d'endroits, soit qui sont inhabités ou qui pourraient... c'est sûr qu'il y a tout le temps des contraintes. Par exemple, il faut de l'électricité, s'il y a de la musique électronique. Jouer dehors aussi, on est au Québec, il y a la température, mais je pense qu'habiter de façon sonore la ville, c'est quand même intéressant parce que on le sait, c'est où qui se passent les concerts. Puis, de pouvoir toucher, moi, c'est vraiment un gros plaisir de voir une personne qui ne serait pas allée à un concert, parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui a le temps, qui a l'argent, qui est même au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis, je pense que la pandémie a apporté quand même ça de bien, d'avoir des performances un peu plus aussi extérieures. Je me souviens d'un endroit où c'était au parc, j'oublie le nom, mais dans Saint-Henri, là, c'est un parc carré, puis c'était avec Espace sonore illimité. On était une douzaine de percussionnistes et cuivres, puis on avait emprunté les balcons de certaines personnes, puis on jouait en fait sur leur balcon 3 courtes pièces, mais des pièces super, des sons longs, puis vraiment magnifiques, puis on encadrait en fait le parc. Puis on faisait ça 3 fois dans l'après-midi, puis je veux dire, les gens venaient nous voir, ils étaient comme, tu sais, ils prenaient une marche d'après-midi, puis ils sont comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi, c'est un trombone? Puis pour moi, dans ma pratique, peu importe ce que ça vaut ce mot-là, mais démocratiser l'art, la musique de création, je pense que c'est vraiment important parce que je pense que les gens sont vraiment intéressés. C'est juste que si on ne leur met pas dans la face, il n'y a aucune façon. Je pense que c'est à notre tour de marcher vers les gens, de marcher vers le public, d'aller à leur rencontre, puis de ne pas juste toujours s'attendre à ce que, parce qu'on fait un show dans un endroit qui est connu, que les gens vont venir aussi. Je pense qu'il faut faire le pas de plus maintenant. Donc oui, ça nous inspire. Merci. Merci beaucoup, Émilie. On va répondre à l'appel pour les concerts en fin de semaine, 29, 30 et 1er. Pas le 31, non, il n'y a pas de 31 novembre. Ça n'existe pas. Puis c'est aussi, je pense que c'est important de mentionner, c'est la contribution volontaire. Parce que nous, tant que ça n'impacte pas le salaire des interprètes, c'est vraiment important de rendre ça aussi accessible. Donc, vous pouvez payer ce que vous voulez, vous ne pouvez pas payer si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Puis ça va nous faire plaisir, même si vous voulez venir aux 4 pour faire un compte rendu exhaustif des différences et des ressemblances. C'est ça qu'on va faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.